C'est la seule chose où on peut faire partout. Dans un train, un autobus, dans son lit, dans un parc, n'importe où. Et on s'arrête où on veut, on recommence où on veut. Et dans mon cas à moi, on recommence plusieurs fois. Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 15. Nous sommes à l'hôpital du jour thérapeutique de l'hôpital Albert-Chenevier à Créteil. Dans cet épisode, vous entendrez Christiane, Eliane, Jean-Pierre, Eliane, Marie-Claire, Marie-Jeanne et Pierre. ils et elles se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Benjamin Bouzy, afin de lire et commenter des extraits du livre Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan, paru aux éditions Julliard. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. lire seul, oui, pourquoi pas, à voix haute, oui, c'est vrai que c'est... Enfin, je crois quand même que c'est plus sympa avec des gens qu'on aime bien. Hein. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous, c'est la pêche? C'est la pêche et puis c'est aussi la fin là, donc voilà, c'est un mélange de joie et de tristesse, hein. Comme Bonjour Tristesse. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez plus de joie ou plus de tristesse? Ah, c'est difficile, hein. Ah, voilà. Vous avez peut-être des choses qui sont très faciles. Alors, vous avez la joie d'être avec nous. C'est ça. Et quelle chance vous avez. C'est ce que je me suis dit. Hein. Allez-y, monsieur Sida. On a les livres qui viennent d'arriver, je vais vous les distribuer. Alors, je crois qu'il y en a qui ont mis leur nom dessus. Donc ça va être encore... Il y en a qui n'ont pas de nom. Il y avait des noms, hein. Vous l'avez emmené à la fin, monsieur Barbeau? Ah non, j'ai pas osé. ça se dépose dans les boîtes. Voilà, ça se dépose, ça se récupère, ça se prête, ça se donne, ça s'offre. Aujourd'hui, on va dire qu'on s'est suffisamment échauffé en buvant du jus d'orange et en mangeant des gâteaux. Donc on va passer directement à la lecture. Il reste 3 pages, je crois. Donc on va les lire ensemble. Avant de passer à la lecture, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire que là, on est au chapitre 11, il me semble. 12. Page 173. Mais avant qu'on se mette à lire ensemble, il faudrait qu'on fasse un petit résumé, assez bref, pour savoir un peu ce qui s'est passé jusqu'à là. Ok ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Ou est-ce que vous voulez que je le fasse ? Si vous nous aidiez un petit peu, on voit que c'est la jeune fille qui est la fille enfin, la fille du père, quoi. Et donc, elle essaye d'avoir des idées un petit peu pas très sympas, quoi. Et donc, elle décide de monter un plan pour séparer... le couple de son père avec une femme, hein, je crois. ça. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va réussir ça? Alors là, nous, on en est... Elle a réussi. Elle a réussi à les séparer. La femme en question, elle s'appelle Anne. Anne a pris la voiture. Elle était dans tous ses états. Elle pleurait. Elle est partie en voiture. Et malheureusement, elle a eu un accident. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un accident ou un suicide. C'est toute la question. Donc ça pose des vraies questions éthiques. Elle est allée très loin quand même, cette fille Cécile. Et du coup, là maintenant, le dernier chapitre, ça va être après l'accident. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Le père et la fille avec du recul. Voilà, je pense rien d'oublié d'important. Hein. La question que je me pose, c'est savoir comment ils vont réagir par rapport à la situation. Parce qu'ils ont quand même toujours en eux, enfin, normalement, ils auront en eux encore l'arrière-pensée que peut-être c'est un suicide. Mais on le saura peut-être dans ce dernier chapitre, j'espère. Que ça soit
accident ou suicide, ils se sentent responsables. Cécile, d'autant plus, elle a voulu cette séparation pour pouvoir continuer sa petite vie tranquille, sans soucis. C'est vrai, et du coup, c'est vrai que les deux, ils ont des raisons de s'en vouloir. Mais jusqu'à présent, personne ne sait que Cécile a monté un plan machiavélique. En tout cas, non, pas personne, mais pas son père. Et puis, pas Anne, a priori. Donc, on lit le chapitre. Qui veut commencer à lire? Est-ce que vous avez besoin de vos lunettes? Vous les avez pas pris? Si. Ah si. Derrière. Ah, bah voilà. Faut bien les essuyer. Chapitre 12, page 173, Eliane. À Paris, il y eut l'enterrement par un beau soleil. La foule curieuse, le noir. Mon père et moi serrant les mains des vieilles parentes d'Anne. Je les regardais avec curiosité. Elle serait sûrement venue prendre le thé à la maison, une fois par an. Au regard de mon père avec commisération, Wob avait dû répandre la nouvelle du mariage. Je vis Cyril qui me cherchait à la sortie. Je l'évitais. Le sentiment de rancune que j'éprouvais à son égard était parfaitement injustifié, mais je ne pouvais pas m'en défendre. Les gens autour de nous déploraient ce stupide et affreux événement. Et comme j'avais encore quelques doutes sur le côté accidentel de cette mort, cela me faisait plaisir. Dans la voiture, en revenant, mon père prit ma main et la serra dans la sienne. Je pensais, tu n'as plus que moi, je n'ai plus que toi, nous sommes seuls et malheureux. Et pour la première fois, je pleurais. C'étaient des larmes assez agréables. Elles ne ressemblaient en rien à ce vide terrible que j'avais ressenti dans cette clinique devant la lithographie de Venise. Mon père me tendit son mouchoir sans un mot, le visage ravagé. Durant un mois, nous avons vécu tous les deux comme un veuf et une orpheline, dînant ensemble, déjeunant ensemble, ne sortant pas. Nous parlions un peu d'Anne parfois. Tu te rappelles le jour que nous en parlions avec précaution, les yeux détournés, par crainte de nous faire mal ou que quelque chose venant à se déclencher en l'un de nous ne l'amène aux paroles irréparables. Ces prudences, ces douceurs réciproques eurent leur récompense. Nous pûmes bientôt parler d'Anne sur un ton normal, comme d'un être cher avec qui nous aurions été heureux, mais que Dieu avait rappelé à lui. J'écris Dieu au lieu de hasard, mais nous ne croyions pas en Dieu. Déjà bien heureux en cette circonstance de croire au hasard. Puis un jour, chez une amie, je rencontrai un de ses cousins qui me plut et auquel je plus. Je sortis beaucoup avec lui durant une semaine, avec la fréquence et l'imprudence des commencements de l'amour, et mon père, peu fait pour la solitude, en fit autant avec une jeune femme assez ambitieuse. La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de notre conquête. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques, et je sais bien que sa nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin. Nous ne relouerons pas la même villa, mais une autre, près de Juan-les-Pins. Seulement, quand je suis dans mon lit à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne. Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Moi, j'ai juste envie de vous poser quelques questions par rapport à ça. Pourquoi ce titre? Pourquoi cette dernière phrase? La boucle est bouclée. Effectivement, donc c'est le titre de l'œuvre de Françoise Sagan, et effectivement, c'est le point final à cette histoire qui fait que cette adolescente de 17 ans
connaît pour la première fois ce qu'est réellement la tristesse, même si elle a eu déjà des drames, puisqu'elle a perdu sa maman, qu'elle a été en pensionnat, bon voilà. Ben, elle découvre la pleurs, le chagrin, la culpabilité, enfin toutes sortes de sentiments qui, dans la tête d'une adolescente, peuvent être graves et perturbants. Oui, je pense qu'elle réalise enfin la perte d'une personne qui en fait lui était chère. Une personne qui s'est occupée d'elle pendant qu'elle était petite et qui, en fait, allait remplacer sa mère si elle n'avait pas fomenté tout le traquenard pour la séparer de son père. Ce bonjour tristesse, c'est aussi une façon de dire au revoir l'innocence. Au revoir la vie un peu légère que je menais avant. Voilà. Super, moi, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, du coup, je vous propose qu'on reparte un peu du début du livre. On ne va pas relire tout depuis le début. J'ai choisi des passages et on va les lire ensemble. Comme ça permettra à ceux qui écoutent le podcast d'avoir un fil. Mais par contre, si on reprend quelques passages pour essayer de lui faire entendre un petit peu à l'auditeur qu'est-ce que c'est que la langue de Sagan, ça pourrait peut-être lui donner envie de le découvrir en entier, le livre. Ça pourrait être chouette. Du coup, vous pouvez juste vous mettre à la page 15. On va lire le premier chapitre. Je commence par ça. Jean-Pierre, chapitre 1er. Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie énervante et douce et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Merci. Est-ce que je peux vous poser quelques questions pendant que vous avez le micro ? Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cet atelier de lecture à voix haute ? Si ça vous a apporté quelque chose ? Oui, je pense que ça apporte, en ce qui me concerne, parce que, d'abord, faire plus attention à la lecture, faire une prononciation peut-être plus adaptée au lieu où se fait cette lecture. Là, il y a une nécessité de donner un ton à cette... et essayer, si possible, et là c'est certainement très complexe, de faire ressentir ce qui peut être éventuellement l'expression de l'écrivain, en l'occurrence l'écrivaine. Je suis en train de découvrir une autre façon, non pas pour de lire, mais une autre façon de comprendre ce texte. Ah, wow. Ça, c'est certain. Alors, est-ce une question d'âge? Est-ce qu'une question d'environnement? On le fait pas dans des conditions assez traditionnelles, c'est-à-dire lire quand on a un peu de temps à passer. Alors que ici, nous sommes dans un lieu où nous faisons véritablement un acte de lecture. Je dois remercier, ma foi, ceux qui sont à l'origine. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va passer un peu plus... On va avancer un petit peu dans le livre. Alors, chapitre 1, page 22, Marie-Jeanne. Et le ton de sa voix était si convaincu, si tendre, que je compris qu'il aurait été malheureux. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement la notion de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. D'un autre que lui, cela m'eût choqué, mais je savais que dans son cas, cela n'excluait ni la tendresse, ni la dévotion,
sentiments qui lui venaient d'autant plus facilement qu'il les voulait, les savait provisoires. Cette conception me séduisait. Des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour, des rendez-vous, des baisers et des lassitudes. Merci. Super. Vous avez découvert ce livre avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé? On voit que la jeune fille est pas au fait de l'amour quand même, mais qu'elle aurait bien voulu connaître ça. Et qu'elle voit son père quand même qui est un peu volage, mais quand même avec des femmes qui se sont occupées d'elle quand elle était plus jeune. Et donc, voilà. Ça montre là, ce passage, son état d'esprit au début du livre. Voilà. Et puis alors, après, évidemment, elle a cherché à se découvrir. Oui, c'est ça. À se découvrir. Et puis, bon, malgré tout, elle cherchait peut-être l'amour avec d'autres qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle s'est rendue compte que c'était un super terrain de jeu aussi, oui, vivre avec son père, mmh. pour expérimenter ce qu'elle ne connaissait pas, oui. C'est-à-dire les choses de l'amour. Mmh. Merci beaucoup. On va passer à la page 41. Donc Anne est arrivée, ça y est, dans l'histoire. Et tout d'un coup, elle se rend compte avec lucidité qu'il y a tous les éléments pour qu'il y ait un drame. Et elle l'exprime. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être chouette. Parce que là, on a eu, donc là, en gros, là, on a eu la présentation de Cécile, qui est elle, à ce moment-là. Elle est jeune, elle est avec son père, et elle ne connaît pas encore les choses de l'amour. Et là, il y a l'arrivée d'Anne, qui est l'élément perturbateur, pardon. C'est comme si elle savait d'avance que ça allait mal tourner. Elle l'annonce, quoi. Eliane, chapitre 3, page 41. Je courus vers la mer, m'y enfonçai en gémissant sur les vacances que nous aurions pu avoir, que nous n'aurions pas. Nous avions tous les éléments d'un drame, un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. J'aperçus au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Je plongeai pour la prendre, la gardai toute douce et usée dans ma main jusqu'au déjeuner. Je décidai que c'était un porte-bonheur, que je ne la quitterais pas de l'été. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas perdue, comme je perds tout. Elle est dans ma main aujourd'hui, rose et tiède. Elle me donne envie de pleurer. La lecture à voix haute, elle peut ramener plus de sensibilité et d'émotion quand on lit un livre. Je pense que oui. Je pense surtout parce que déjà on est plusieurs et il y a quand même une action de groupe. Mais là, en fait, c'est un livre que pour la plupart on découvrait ensemble. Et ça a quelque chose d'intéressant, je trouve, oui. Que j'ai jamais vécu en tout cas. Oui, c'est une nouvelle expérience. Ah oui, tout à fait, oui. C'est vraiment, oui. Très. Je me rappelle avoir voulu un jour. Alors, c'est à la suite de l'émission Si on lisait à voix haute, qui est passée récemment. Un concours entre des lycéens, un concours de lecture à voix haute, justement. Et je me souviens, il y a déjà plusieurs années, je ne sais pas, j'avais regardé et j'avais voulu, à l'occasion de vacances, mettre ça en pratique avec mon petit-fils et mon mari. Bon, ça les a pas passionnés, honnêtement, ça n'a pas marché très longtemps. Mais l'émission m'avait vraiment intéressée, enchantée. Ouais. En fait, page 53, j'ai choisi ce moment, donc j'aimerais bien qu'on lise à partir de « Elle descendit l'escalier la première », parce que c'est une scène très cinématographique qui, je trouve, représente bien l'arrivée d'Anne dans cette famille. Chapitre 5, page 53, Eliane. Elle descendit l'escalier la première et je vis mon père venir à sa rencontre. Il s'arrêta en bas de l'escalier, le pied sur la première marche, le visage levé vers elle.
Elsa la regardait descendre aussi. Je me rappelle exactement cette scène. Au premier plan, devant moi, la nuque dorée, les épaules parfaites d'Anne. Un peu plus bas, le visage ébloui de mon père, sa main tendue et, déjà dans le lointain, la silhouette d'Elsa. « Anne, dit mon père, vous êtes extraordinaire. » Elle lui sourit en passant et prit son manteau. « Nous nous retrouvons là-bas, dit-elle. Cécile, vous venez avec moi. » Elle me laissa conduire. La route était si belle, la nuit, que j'allais doucement. Anne ne disait rien. Elle ne semblait même pas remarquer les trompettes déchaînées de la radio. Quand le cabriolet de mon père nous doubla dans un virage, elle ne sourcilla pas. Je me sentais déjà hors de la course, devant un spectacle où je ne pouvais plus intervenir. En quoi ce passage, selon vous, il image bien le livre Bonjour Tristesse? Oui. Oui, effectivement, parce que là, on sent pas encore le drame, non, mais qu'effectivement, elle réalise donc, que son père est en train de tomber amoureux d'Anne. Donc, cela veut dire un changement dans la vie qu'ils ont menée jusqu'à présent avec son ami. Donc, elle pressent ce changement sans trop savoir où ça va la mener et qu'est-ce qui va se passer. Mais déjà, une inquiétude chez elle. Voilà. On peut passer du coup à la suite. Page 79-80. Alors là, on est au tout début de la deuxième partie du livre. Donc, ça y est, Anne et le père de Cécile, j'ai oublié son nom. Il n'a pas de nom? Raymond? En fait, on n'en parle pas beaucoup, son prénom. Ouais, mais c'est Raymond. Je le vois sur la page de... Donc, Raymond et Anne sont ensemble. Et du coup, Cécile commence à imaginer un plan machiavélique pour les séparer. Voilà, si je dois dire brièvement ce qui s'est passé, c'est ça, on en est là. Christiane, chapitre 1er, page 79. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'égard d'Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce. Mais, après tout, pourquoi me juger ainsi? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver ce qui arrivait? Pour la première fois de ma vie, ce moi semblait se partager et la découverte d'une telle dualité m'étonnait prodigieusement. Je trouvais de bonnes excuses, je me les murmurais à moi-même, me jugeant sincère, et brusquement un autre moi surgissait, qui s'inscrivait en faux contre mes propres arguments, me criant que je m'abusais moi-même, bien qu'ils eussent toutes les apparences de la vérité. Mais n'était-ce pas en fait cet autre qui me trompait? Cette lucidité n'était-elle pas la pire des erreurs? Je me débattais des heures entières dans ma chambre pour savoir si la crainte, l'hostilité que m'inspirait Anne, à présent se justifiait, ou si je n'étais qu'une petite fille égoïste et gâtée, en veine de fausse indépendance. En attendant, je maigrissais un peu plus chaque jour. Je ne faisais que dormir sur la plage, et au repas, je gardais malgré moi un silence anxieux qui finissait par les gêner. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la découverte de ce livre? Vous ne l'aviez pas lu avant, cet atelier? Non, c'était la première fois que je l'ai lu, et je le trouve très bien, très bon à lire, très intéressant. L'histoire est belle, elle est quand même dure. Ça fait voir des épisodes très difficiles pour la fille. Et le fait de lire aussi avec toutes ces personnes, ça m'a apporté un plaisir supplémentaire. Que lire pour soi, pas lire à haute voix, c'est vraiment très particulier.
On va prendre la page 148. Oui, on va quasiment à... Oui, c'est ça. Page 148, chapitre 8. Je me rendis compte que j'excluais Anne de ses futurs. Je ne pouvais, je ne parvenais pas à l'y mettre. Dans cet appartement en pagaille, tantôt désolé, tantôt envahi de fleurs, retentissant de scènes et d'accents étrangers, régulièrement encombré de bagages, je ne pouvais imaginer l'ordre, le silence, l'harmonie qu'apportait Anne, partout comme les plus précieux des biens. J'avais très peur de m'ennuyer à mourir. Sans doute craignais-je moins son influence depuis que j'aimais réellement et physiquement Cyril. Cela m'avait libéré de beaucoup de peur. Mais je craignais l'ennui, la tranquillité plus que tout. Pour être intérieurement tranquille, il nous fallait à mon père et à moi l'agitation extérieure, et cela, Anne ne saurait l'admettre. Merci. Et vous pouvez nous parler du fait que vous lisez plusieurs fois le même livre, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous aimez bien lire 2 fois, des fois... Oui, j'aime bien lire 2 fois, parce que la deuxième fois, on réfléchit plus à ce qui est écrit, et parfois je m'étais trompée de sens, et après, en lisant différemment, j'approfondissais. Juste après la page 9, en fait. Ça doit être celle juste avant. J'ai du mal à la tourner, mais... Il y a la page 10. Et puis... Ah d'accord. Juste après la préface, le poème de Paul Éluard, en fait, qui s'appelle Bonjour Tristesse. Bon, je vais essayer de m'appliquer. Voilà. Adieu tristesse. Bonjour tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère. Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent. Par un sourire, bonjour tristesse, amour du corps aimable, puissance de l'amour, dont l'aimabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse, beau visage. Merci. J'ai essayé de donner un peu plus d'amplitude. C'était très bien. Ça marche, l'amplitude. Par rapport à vous, cet atelier, vous pouvez nous témoigner quelque chose ou... Donc, il faut que j'explique quand même un peu à tout le monde. J'ai rattaqué ce paragraphe sans rien me souvenir. Donc, tout doucement en lisant, c'est revenu. Mais je trouve que des bonnes choses. Il n'y a rien de déplaisant, il n'y a rien de négatif, il n'y a que du positif. Alors, du positif, il y a plusieurs manières. C'est que déjà de lire en groupe, ça met un peu plus d'ampleur, de joie. Ça permet de mieux se connaître entre nous. Et moi aussi, ce que je trouve, c'est que la lecture à voix haute, ça rapporte de l'émotion. Quand je vous entends lire avec vos propres voix qui sont uniques, et ben ça me fait voyager autant dans l'imaginaire que dans l'émotivité. Mais moi, ça me rappelle les souvenirs quand je disais à mes 2 petits-enfants, moi dans le lit au milieu, parce qu'il fallait que je sois au milieu, et eux de chaque côté. Le CNL a choisi un certain nombre d'ouvrages en partant du thème « La rencontre ». Est-ce que, maintenant qu'on a fini le livre, qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi, à votre avis, on a choisi ce livre quand on entend le thème « La rencontre ». Moi, je voulais dire que la rencontre, eh bien, elle vient d'être dite. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié se rencontrer chaque semaine pour partager un beau moment de lecture, et la rencontre avec des personnages, avec une narratrice, avec une thématique, avec tout un contexte en atelier. Je crois que finalement, c'est quelque chose qui peut apporter énormément de contact, quelque chose un point commun finalement, même si, comme vous le disiez, on est tous très différents. Oui, mais là on se retrouve justement pour une action commune.
une action. Bon, c'est pas une action de brandir des pancartes. Tiens oui, finalement, regardez les gilets jaunes quand ils ont fait leur manif et tout. Ils se retrouvaient dans les carrefours et ils faisaient un barbecue et finalement, on se réunirait sur le thème d'un livre. C'est quand même quelque chose d'enrichissant pour tout le monde. Hein. Là, c'était un moment différent. Ouais. Parce que bon, on avait le plaisir de lire et de dire ce qu'on en pensait, en fait, de faire des échanges. Oui. Parce que bon, quand on fait, c'est très utile, hein. La gymnastique, à la fin, on ne dit pas, tiens, ça fait mal, est-ce que tu vas... Voilà. Tandis que là, on avait plus... On communiquait plus parce que chacun disait son ressenti sur ce qu'il avait lu. Voilà. Donc... Pour rebondir un peu sur ce que les patients disaient, il faut aussi se rendre compte qu'on est dans un contexte particulier parce qu'ici on est en HDJ, donc hôpital de jour gériatrique. Vous faites un exercice qui n'est pas facile parce que certes vous avez des difficultés et vous savez tous à peu près pourquoi vous êtes là. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié moi en tant que professionnelle et d'un œil extérieur, c'est que ici vous avez tendance à mettre en lumière vos difficultés. Mais vous n'êtes pas que des personnes qui avaient des difficultés, vous avez aussi énormément de ressources et j'ai été agréablement surprise et enchantée de vous entendre lire aujourd'hui ou comme les premières fois. Dans ce livre, c'est très drôle parce que le parallèle il est très simple à faire, mais dans le livre, elle est à la découverte des autres, donc de l'inconnu, d'autres personnes, mais aussi de ses propres sentiments. Il y a des sentiments où c'est la première fois qu'elle les ressent avec autant d'intensité. Et elle est plutôt jeune, la narratrice est plutôt jeune. Nous, ici, on est dans un hôpital gériatrique, donc la moyenne d'âge est de 65 ans, 70 ans ou plus. Et c'est vrai que le parallélisme que je pourrais faire ici, c'est la découverte du grand âge, de la vieillesse. Tous les sentiments que vous avez et que vous ressentez en vieillissant. Mais en tout cas, je vous remercie parce que vous avez pu mettre en valeur aussi vos ressources, alors que vous avez tendance à mettre en valeur ici, au sein de l'hôpital, vos difficultés. Donc pour ça, vous pouvez être fiers de vous, parce que nous, en tant que professionnels, ça nous fait plaisir, parce que notre objectif aussi, c'est que vous preniez confiance en vous et que vous vous rencontriez différemment. Merci beaucoup pour ces mots. Il n'y a pas de meilleure conclusion que cela. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Parce que... On n'est que des spectateurs. Vous êtes acteurs. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du service de gériatrie à l'hôpital Albert Chenevier de l'AP-HP, situé à Créteil. Remerciements à Raphaël Durand, cadre de santé, Sandrine Reylo, infirmière en pratique avancée du service de gériatrie, ainsi que l'ensemble de l'équipe de l'HDJ thérapeutique d'Albert Chenevier à Créteil, le professeur Laurent et son équipe médicale, ainsi que Sandra Léandri, cadre supérieur de santé. Nous remercions également Benjamin Bouzy, comédien. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement de l'atelier par Lucie Mesuret. Montage par Benoît Artaud.